Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que j'ai récemment eu un accident avec ma Tesla Model 3. J'y reviendrai très bientôt dans de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je débute une autre série de vidéos, donc suivez bien, il y a 2 séries sur ma chaîne. Cette deuxième série s'intitule « Comment je suis passé d'une Twingo à une Tesla Model 3 ». C'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo, ça améliore mon référencement et ça conditionne la survie. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en ajoutant des commentaires et si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Si seule une partie de cette vidéo vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans le descriptif ou bien sûr vous pouvez cliquer ici sur la timeline. Enfin, dernier truc avant de commencer et pas des moindres, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez un petit jeu qui va donc commencer aujourd'hui et qui sera étalé tout au long de cette série. Ce premier épisode s'intitule donc « Pourquoi et comment je suis passé à la voiture électrique ?» Alors j'avais envie d'un véhicule électrique depuis longtemps, mais avant d'en avoir un, je ne pouvais pas, parce que j'avais pas d'accès à la prise habitant en appartement. Alors pourquoi j'en voulais un? On va dire par souci d'écologie, et puis aussi par souci d'économie, et aujourd'hui c'est d'autant plus flagrant. Et comme effectivement j'avais pas de prise, c'était un peu compliqué. Et puis, j'ai déménagé. Et effectivement, le fait de déménager, ça m'a donné ce fameux accès à la prise. Alors, pour vous parler de moi, donc en moyenne, je réalisais déjà à l'époque à peu près 25 000 km par an. J'ai 3 enfants. Alors, à l'époque où j'ai commencé à chercher, je n'en avais que 2, qui avaient 1 an et 4 ans. Aujourd'hui, j'ai donc 3 enfants qui ont 4 ans, 6 ans et 9 ans, dont mon fils en garde alternée. Donc, j'ai emménagé dans une maison où j'avais donc une prise et j'avais également la possibilité d'avoir une prise de courant à mon travail pour recharger mon véhicule. Alors avec ma femme, on possédait une Twingo et une 207 break qui a évolué vers un Scénic 7 places. Et donc cette Renault Twingo à l'époque, elle avait déjà 10 ans, 170 000 km, elle était bonne à changer et malheureusement elle n'était pas éligible à la prime à la casse. En gros, si on l'avait revendue nous-mêmes, on comptait pas en tirer plus de 500 ou 1000 euros. Alors en débutant mes recherches sur internet, je suis tombé sur le site Automobile Propre et donc j'ai commencé à avoir des échanges sur le forum et ça m'a permis de déterminer quel véhicule cochait mes cases en termes de besoins et il existait beaucoup moins de véhicules électriques qu'aujourd'hui. Voici donc les véhicules qui existaient à l'époque. La Nissan Leaf de première génération, le Kia Soul EV de première génération aussi, la Renault Zoé, la BMW i3, la Volkswagen e-Golf, le combo Citroën Peugeot, donc la C0 et la Peugeot Ion, et la Tesla Model S, qui était hors budget pour moi, mais qui était vraiment la voiture de mes rêves à l'époque déjà. Donc j'ai réalisé mes premiers essais de voitures électriques. Tout d'abord, j'ai commencé par le Kia Soul EV, et là, j'ai eu l'effet waouh, même le double effet waouh. Alors d'abord, en sortant de la concession, donc c'est pas moi qui conduisais, c'était le concessionnaire. Et puis je me suis aperçu que le moteur faisait avancer la voiture alors qu'il n'y avait aucun bruit de moteur. En fait, j'avais l'impression qu'on était en roue libre dans une descente, sauf qu'on était dans une montée. Donc c'était dans l'autre sens. Et puis ensuite, quand j'ai pris le volant, la puissance disponible en permanence, ça a été le deuxième effet qui se coule. J'ai vraiment eu ces 2 effets-là qui m'ont surpris, donc le silence et la puissance. Alors cependant, elle était équipée d'une prise CHAdeMO. La prise CHAdeMO, c'est un standard de recharge que je considérais condamné à s'éteindre. Alors c'est du moins à l'époque ce que je pressentais. Avouez que j'ai eu un petit peu de pif. Et puis elle avait surtout un coffre un poil trop petit. Bon voilà, c'était presque ça. Il y avait la Renault Zoé, donc que j'ai essayé en seconde voiture. Elle avait du volume de chargement, elle avait de la patate. Malheureusement déjà je suis tombé sur un vendeur qui était pro-thermique et qui a essayé de me vendre une Clio et ça m'a véritablement agacé. Et puis il y avait un truc qui était pour moi rédhibitoire, c'est que la batterie était en location. Et donc ça a fini de me convaincre de ne pas acheter une Zoé. Alors je précise tout de même que désormais la batterie n'est plus en location pour les Zoé, elle est en pleine possession, comme sur les autres marques. Alors d'ailleurs, ce petit cas particulier, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle les gros flops. Alors allez voir cette vidéo, j'ai passé du temps à la faire et c'est les plus gros flops de la voiture électrique. Donc vous verrez que c'est assez fascinant les erreurs qui ont été faites quand même au démarrage de la voiture électrique. Ensuite, j'ai essayé la Nissan Leaf. Elle avait un gabarit intéressant avec un grand coffre, mais bon, un design un peu particulier.
et puis toujours ce foutu chargeur CHAdeMO. Donc j'avoue qu'elle rentrait bien dans mes cases quand même, malgré ce format CHAdeMO. Il y avait également la BMW i3 que j'ai essayé, qui était une excellente voiture, mais malheureusement trop petite, parce qu'il n'y a que 2 places à l'arrière, et puis un peu trop chère. Elle proposait quand même des choses intéressantes. À l'époque, elle proposait ce qu'on appelait le REX, le Range Extender, donc un moteur thermique avec un petit réservoir pour augmenter l'autonomie en rechargeant la batterie et effacer un petit peu la peur de la panne. Alors ça a été abandonné depuis parce que c'était, on peut en convenir un non-sens, mais ceci dit, ça lui offrait une belle autonomie de 300 km. Mais comme je l'ai déjà dit, elle était malheureusement trop chère. Et puis un jour sur Automobile Propre, j'ai vu apparaître un article qui parlait de l'arrivée imminente de la Hyundai Ioniq 28 kW. Alors malgré une petite batterie, elle offrait une efficience sur le papier qui était étonnante, donc 280 km. On parle des anciennes normes. Et un nombre hallucinant d'options de série, notamment l'assistance à la conduite. Alors j'ai eu l'occasion de faire un essai au salon de l'automobile où je me suis rendu donc à Paris. J'ai d'ailleurs même pu découvrir une voiture qui affichait des ambitions de dingue, à savoir l'Opel Ampera E. Et là je me suis dit cette voiture va cartonner. Encore une fois, elle était trop chère pour mon budget, mais c'était une voiture qui était très prometteuse. Finalement, encore une fois, j'en parle dans ma vidéo sur les gros flops, c'est une voiture qui a été abandonnée en Europe. Et c'est vraiment un beau gâchis. Alors ce qui m'a plu dans la Ioniq 28, alors je parle de mon point de vue de l'époque. D'abord, les palettes au volant, pour réduire ou augmenter le freinage régénératif jusqu'à la roue libre. Elon, si tu entends ça. Ensuite, la désactivation possible du rampage. Avec le freinage automatique au feu. Parce que à l'époque, il faut savoir que la plupart des voitures électriques avançaient seules quand on relâchait la pédale de frein. C'est donc ce qu'on appelle le rampage. C'est l'équivalent de ce qu'on retrouvait sur les boîtes automatiques des véhicules thermiques. Il y avait une autonomie qui, pour moi, était largement suffisante pour 95% de mes trajets, puisque d'après mes calculs, j'avais besoin de 150-160 max. Et j'avais donc calculé un vieillissement de la batterie de 20% au bout de 5 ans. Donc je m'étais dit, bah voilà, c'est bon, je rentre encore dans les clous au bout de 5 ans. Et puis elle avait un chargeur CCS, et donc c'est vrai, c'était un pari sur l'avenir, en tout cas à l'époque, et puis aujourd'hui on voit bien que j'ai bien eu raison. Elle avait une charge qui était relativement rapide par rapport aux concurrents, elle avait une charge qui était annoncée à 100 kWh, ce qui s'est avéré être en réalité 70 kW, alors pas kWh pardon, mais kilowatts. Et puis comme je vous l'ai dit, elle avait une assistance à la conduite très avancée pour ce prix. D'ailleurs je vous invite également à regarder mes vidéos que j'ai réalisées sur la Ioniq 28 kWh. Elle avait un gabarit de voiture familiale, une berline, avec un volume de chargement intéressant, un haillon, et bon alors c'est vrai que le coffre n'était pas très profond parce que la batterie était dans le coffre. Ceci dit, il était très long, donc il y avait quand même pas mal de volume de chargement, donc ça restait une voiture intéressante, en tout cas à ce niveau-là. Et puis les performances, alors elle avait des performances de 0 à 100 en moins de 10 secondes, qui étaient largement suffisantes pour mon quotidien. Et donc après un essai en concession, donc j'ai été le premier à essayer cette voiture dès qu'elle arrivait en concession Hyundai à Salon de Provence, voici le prix qui m'a été fait avec l'offre de reprise de la Twingo. Donc initialement la voiture était à 36 000 € hors prime. À l'époque, la prime écologique était de 6 300 €. Alors je n'avais pas la prime à la casse puisque mon véhicule n'était pas un véhicule diesel. Mais Hyundai proposait quand même une remise officielle de 5 000 €. De plus, j'ai acheté la voiture de démonstration. Elle avait donc 500 km, il fallait juste attendre 3 mois. Et donc, ils m'ont repris mon ancienne Twingo, le tout pour 22 500 €. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Alors bien sûr, j'en avais également conscience, il y avait des points négatifs, notamment donc cette batterie qui empiète sur le coffre. La troisième place, la place centrale à l'arrière qui était un peu petite. Alors il n'y avait pas de possibilité de mettre de barre de toit, ni de boule d'attelage. Alors en réalité, un peu plus tard, je me suis aperçu dans mes recherches qu'il était possible d'adapter les barres de toit de la Nissan Juke. Donc si jamais un jour vous avez une Ioniq 28 et que vous souhaitez mettre des barres de toit, sachez que c'est possible. Et puis c'est vrai qu'elle a quand même un look clivant, surtout à l'arrière. À l'avant, elle est très consensuelle, mais l'arrière avait un look un peu particulier, mais qui je pense contribuait à son aérodynamisme assez impressionnant. Donc voilà pourquoi et comment j'ai acheté cette Ioniq électrique qui était la première voiture électrique de mon foyer.
et que j'avais reçu officiellement au mois de février 2016. Alors maintenant, un petit jeu qui va s'appeler « Devinez comment j'ai appelé ma Tesla ». Vous savez que c'est une tradition pour les possesseurs de Tesla que de donner un petit nom à leur voiture. Donc voici le premier indice, l'indice du jour. C'est en rapport avec la voiture électrique, mais le nom n'est pas référencé en tant que nom de voiture de Tesla sur le forum Automobile Propre. Donc il y a un sujet sur Automobile Propre qui a été ouvert à ce sujet, je ne sais pas si on peut dire sujet, qui donc énumère tous les noms de Tesla Model 3, de Tesla, qui ont été donnés, et donc ce nom-là n'existe pas. Donc faites vos propositions et mettez ça dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le second épisode, qui va s'appeler « Pourquoi je suis passé de la Ioniq à la Tesla Model 3 ?» Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.